Alors, les formes de la monnaie, eh bien, historiquement, ces formes ont beaucoup évolué. Alors, je vais vous présenter les principales formes qui suivent une sorte de processus historique, mais n'allez pas croire que ces formes se sont succédées mécaniquement dans l'histoire. En fait, il y a des formes qui se sont développées en même temps que d'autres. Par exemple, la pièce de monnaie que l'on a aujourd'hui, eh bien, elle existe depuis la nuit des temps. Donc c'est une forme traditionnelle de la monnaie. Par contre, la monnaie électronique, évidemment, est une monnaie qui est très datée historiquement, puisque c'est une monnaie de la deuxième partie du XXe siècle. Donc, des formes très différentes. Alors, au départ, et là je peux dire au départ parce que évidemment ça n'a plus tellement cours aujourd'hui, régnait ce qu'on appelle les marchandises monnaie. Alors les marchandises monnaie, c'est dans chaque société, il y avait une sorte de consensus social et les individus se mettaient d'accord en quelque sorte pour qu'une marchandise, un bien particulier, qui devait revêtir une certaine importance ou un certain prestige, pour des raisons différentes, eh bien, jouait le rôle de monnaie. Alors ça pouvait être des épices, ça pouvait être des coquillages, par exemple, et chaque société eh bien, trouvait l'objet, si vous voulez, la marchandise, qui servait d'équivalent général de l'échange. Alors très rapidement, dans ces marchandises monnaie, se sont imposés des objets métalliques. Et donc, sont apparus et se sont développés ce qu'on appelle les monnaies métalliques. Alors, les monnaies métalliques qui ont elles-mêmes une histoire. Au départ, la monnaie est pesée, donc c'est un certain grammage, si vous voulez, et c'est souvent des métaux précieux ou semi-précieux. Donc c'est un certain grammage d'or, d'argent, voire de cuivre ou de bronze, par exemple. Ensuite, la monnaie est comptée, c'est-à-dire qu'il y a une valeur faciale inscrite sur la pièce de monnaie, donc qui indique l'unité de valeur. Et puis, dans un troisième stade, eh bien, vous avez de la monnaie frappée, c'est-à-dire qui est à l'effigie généralement d'une autorité politique ou administrative qui l'émet et qui délimite ainsi son cours et son espace de circulation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple au Moyen-Âge en France, eh bien, chaque comté, chaque seigneur de quelque importance, eh bien, a droit à battre monnaie, et donc il existe tout un tas de monnaies privées qui circulent, qui s'échangent plus ou moins facilement les unes contre les autres d'ailleurs. Il faudra attendre finalement pratiquement l'époque moderne pour voir une seule monnaie ou une monnaie d'État s'imposer dans un pays comme le nôtre. Donc voilà, des espaces monétaires relativement restreints auparavant. Donc c'était les monnaies métalliques. Ensuite, eh bien, se passe un phénomène particulier au niveau des monnaies métalliques, c'est ce qu'on a appelé l'époque du bimétallisme. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait l'or et l'argent qui constituaient deux monnaies dans beaucoup d'endroits, notamment en Occident. Pourquoi l'or et l'argent ? Eh bien, tout simplement parce que ces métaux ont des propriétés, ils sont malléables, on peut les fondre relativement facilement, ils sont quasiment inaltérables, ils sont donc ils s'usent pas autant. On peut très facilement les transformer en pièces, on peut très facilement les frapper. Donc voilà, ce sont ces propriétés qui en ont fait la matière principale des monnaies. Évidemment, il y a une certaine rareté aussi au métal. L'or et l'argent ne sont pas des matières abondantes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les économies où règne le bimétallisme, c'est-à-dire à la fois des pièces d'or et des pièces d'argent ? Eh bien, il y a nécessairement, autrement ça ne peut pas fonctionner, un taux de change, en quelque sorte, c'est-à-dire un prix d'échange entre les pièces d'or et les pièces d'argent. C'est ce qu'on appelle une parité fixe. Et on s'aperçoit, c'est la célèbre loi de l'économiste Gresham, on s'aperçoit que finalement, et c'est toujours comme ça, la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est-à-dire qu'il y a une monnaie qui est plus prestigieuse que l'autre, c'est évidemment la monnaie d'or, parce que l'or, dans l'esprit des gens, eh bien, c'est quelque chose qui est un peu magique. Et il y a beaucoup dans toutes les sociétés d'ailleurs, c'est quasiment universel.
Et donc, eh bien, les gens, quand ils ont des pièces d'or, ils les conservent. Ils les thésaurisent. L'épargne va se faire sous forme de pièces d'or. Et donc, on va rechercher l'argent pour faire ses achats. Donc, c'est l'argent qui va circuler et les pièces d'or vont être conservées par les individus. Donc, au bout d'un moment, il n'y a plus de pièces d'or qui circulent, il n'y a plus que des pièces d'argent. La mauvaise monnaie, l'argent, chasse la bonne. Il n'y a plus d'or. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier que l'on va vivre en Occident, que cette époque du bimétallisme. Alors ensuite, intervient, on rentre, si vous voulez, dans la modernité, puisque la monnaie va être hautement symbolique avec le développement de ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Donc je rappelle, fiduciare, en latin, ça veut dire confiance. Donc c'est de la monnaie qui repose sur la confiance. Quand vous achetiez une pièce en or, l'or a une certaine valeur, il était recherché par tout le monde, et donc peu importe qui l'émettait. À partir du moment où vous étiez persuadé que c'était de l'or, que c'était le bon grammage qui correspondait à la pièce, parce qu'il y a eu beaucoup aussi de tentatives de fraude pour faire circuler des pièces qui ne faisaient pas le poids qui était annoncé. Mais à partir du moment où effectivement vous étiez sûr que c'était de l'or et que ça faisait le bon grammage, eh bien, peu importe qui l'émettait. Là, avec la monnaie fiduciaire, tout va changer, puisque la valeur faciale de la pièce n'a plus rien à voir avec sa valeur intrinsèque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sa valeur intrinsèque ? C'est la valeur de la pièce en elle-même. La pièce d'or, elle a une valeur parce que c'est de l'or. Nous, notre pièce de 2 euros, si vous voulez, c'est une pièce de métal. Et cette pièce de métal, évidemment, heureusement d'ailleurs, elle ne vaut pas 2 euros. C'est-à-dire que la valeur intrinsèque du métal est très inférieure à 2 euros. C'est quelques centimes d'euros. Et pourtant, il y a écrit 2 euros sur cette pièce. Et nous avons tous la croyance que cette pièce, et nous avons raison, et que cette pièce a un pouvoir libératoire pour 2 euros. C'est-à-dire que nous pouvons acheter pour 2 euros de marchandises avec une marchandise qui n'en vaut que quelques centimes. Alors si nous avons cette croyance-là, c'est parce que tout simplement nous avons confiance dans l'autorité politique qui émet cette monnaie, et donc dans le cadre de l'euro, évidemment c'est la Banque Centrale Européenne et la zone euro qui est responsable de cette émission. Avant 1999, c'était, pour nous en tous les cas, c'était la Banque de France, et donc c'était l'État français qui s'engageait en frappant ses propres pièces. Donc vous voyez pourquoi on dit que ça repose sur la confiance. Alors je vous prends l'exemple d'une pièce de monnaie, mais c'est aussi l'exemple du billet de banque, et c'est plutôt pire, puisque vous avez des billets de 500 euros, et ces billets de 500 euros, finalement, intrinsèquement, ils ne valent même pas 1 euro, malgré tous les dispositifs de sécurité qu'ils contiennent, évidemment que émis à des centaines de milliers d'exemplaires, ces billets représentent que, je ne sais pas, peut-être 1 euro, je ne connais pas exactement la valeur, mais en tous les cas, au moins 100 fois moins que ce qui est écrit sur le billet. Et donc, nous avons confiance dans la valeur énoncée sur le billet. Alors, le billet de banque, justement, le billet de banque, finalement, c'est pas aussi récent qu'on pense. Puisqu'il y avait déjà, dans l'Antiquité, une première forme de billet de banque. Le billet était un simple certificat d'un dépôt en or. Donc, quelqu'un déposait de l'or dans une banque, et le banquier, il remettait un papier qui certifiait que dans cette banque, il y avait, 50 livres d'or ou des choses comme ça. Et donc cette personne, avec ce papier, elle pouvait payer. Elle pouvait payer de la marchandise pour le montant de l'or qui était déposé dans la banque. Et le détenteur du papier pouvait revenir à la banque et se faire délivrer l'or dont il était propriétaire à son tour. Donc on le voit, c'est une première forme de billet de banque, puisque le papier vaut rien. Ce qui vaut, c'est la signature de la personne qui possède l'or et qui l'a déposé dans une banque. Donc vous remarquerez qu'il doit y avoir quand même une certaine confiance entre les protagonistes de l'histoire. Autrement, ce serait trop facile de signer un papier en disant voilà, il y a telle quantité d'or dans n'importe quelle banque. Mais c'est une première forme historique, si vous voulez, du billet de banque. Ensuite, le billet de banque va être convertible en or, donc il va être émis par une autorité monétaire, la Banque centrale, mais pour que les gens aient confiance, à tout moment, vous pouvez venir échanger. Donc c'est plus pratique d'avoir des billets de banque dans son portefeuille
plutôt que des lingots d'or, vous en conviendrez. Et par contre, à tout moment, le détenteur du billet pouvait aller à la banque et ressortir avec de l'or. Hein, donc là, le billet était convertible en or. Et puis, troisième étape, le billet de banque devient inconvertible, c'est-à-dire en fait complètement sans référence avec l'or, et il a généralement à ce moment-là cours légal et forcé, c'est-à-dire qu'on est obligé de l'accepter pour la valeur qui est écrite dessus. Hein, et là, eh ben, finalement, ce ne sont que des symboles qui circulent, et nous on a des billets où il y a écrit 500 €, mais on pourrait prendre des marguerites et dire ça vaut 500 €, ce serait exactement la même chose. Hein, donc on est vraiment dans la confiance sur cette forme de monnaie, et c'est une grande évolution justement dans les formes de la monnaie qui se dématérialisent petit à petit et qui deviennent de plus en plus symboliques. Alors, la dernière grande catégorie de monnaie, et c'est celle qui domine évidemment aujourd'hui, et qui est la plus récente, celle-ci, eh bien c'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Scripturale, qui vient du terme écriture. Donc c'est une monnaie écriture. Qu'est-ce que la monnaie écriture ? Eh bien, finalement, la monnaie, c'est le chiffre qui est inscrit sur le solde créditeur d'un compte bancaire. Voilà. Et si je mets un grand chiffre au crédit du compte bancaire d'un agent, eh bien, ça correspond à une grande quantité de monnaie que détient cet agent. Alors là, carrément, vous comprenez que la monnaie n'a plus de support. N'a plus de support physique, n'a plus de support matériel. Ce qui veut dire que pour mobiliser, entendez par là, pour utiliser cette monnaie, sous cette forme, évidemment, on ne peut pas donner les chiffres de notre compte bancaire. Alors, on va utiliser des moyens de paiement. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment définir la monnaie par les moyens de paiement. Je vous ai dit tout à l'heure, ma deuxième définition va amplement bien en disant la monnaie, c'est l'ensemble des moyens de paiement. C'est pas tout à fait juste. Les moyens de paiement, c'est ce qui va permettre, effectivement, d'utiliser la monnaie scripturale. Comment j'utilise le chiffre qui est écrit au crédit de mon compte bancaire ? Ben, je vais l'utiliser avec un chéquier. Donc le chèque est un moyen de paiement. Je vais l'utiliser avec une carte bancaire. Et donc là, se développe une autre forme de monnaie qui fait partie de la monnaie scripturale, mais qui est quand même, qu'il faut quand même distinguer, qui est la monnaie électronique. Pourquoi il faut la distinguer ? Parce qu'elle voyage, cette monnaie, à la vitesse de la lumière. Donc c'est un moyen de paiement extrêmement rapide que cette monnaie électronique. Le moyen de paiement principal, c'est évidemment la carte bancaire, à ne pas confondre avec la carte de crédit. Hein, souvent on fait la confusion, on dit j'ai une carte de crédit. Non, c'est pas une carte de crédit, c'est une carte pour mobiliser l'argent qu'il y a sur ton compte. Et c'est pas pour te faire un crédit. Mais il peut y avoir effectivement, à côté des cartes bancaires, des cartes de crédit. Mais généralement, ce qu'on possède, sous le réseau Visa par exemple, eh bien, ce sont des cartes bancaires et non pas des cartes de crédit. Il y a le porte-monnaie électronique. C'est une manière aussi de mobiliser. Je vais chercher des unités monétaires sur mon compte au moyen d'un distributeur automatique de banque. Je recharge ma carte et je vais décharger ma carte chez le commerçant au fur et à mesure de mes achats. C'est aussi d'autres moyens qui sont utilisés pour payer les grands fournisseurs de services, comme le prélèvement, comme le virement ou comme le titre interbancaire de paiement. Donc voilà l'ensemble des moyens de paiement qui sont utilisés pour mobiliser la monnaie scripturale. Alors, si on arrive à faire une petite conclusion sur l'évolution de ces formes de monnaie, même si encore une fois, c'est pas des évolutions, il n'y a pas une forme qui s'est terminée pour qu'une autre commence, il ne faut pas le voir comme ça, elles se sont souvent chevauchées. Aujourd'hui, on a de la monnaie électronique, mais on a toujours évidemment des pièces de monnaie qui sont très très anciennes, même si évidemment ces pièces de monnaie sont quantité négligeable dans notre masse monétaire. Eh bien, on peut s'apercevoir que finalement, la monnaie a évolué sous l'égide de sa dématérialisation. Plus ça va, plus on la dématérialise. Ça a commencé, toutes les marchandises étaient monnaie, le troc, donc c'était très très matériel, par définition. Et puis aujourd'hui, on en est à des signes monétaires, des chiffres qui voyagent de manière électronique. Donc,
dématérialisation et augmentation de la vitesse de sa circulation. Voilà ce qu'il faut retenir, si vous voulez, dans l'évolution des formes de la monnaie.